Les SAO, l'équipe nationale de football du Tchad, se sont préparés à Reichshofen-Niederbronn. Préparation importante. Leur entraîneur, Jean-Paul Akono, en profite pour faire la sélection des joueurs en vue du match Tchad-Algérie, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2004. Pourquoi avoir choisi ce site pour les présélections ? D'abord, il y a eu des contacts qui ont été pris. Ensuite, nous avons pensé que c'était un endroit quelque peu mieux indiqué, n'est-ce pas, pour une très bonne préparation, comme vous le constatez. Et puis, c'est un peu en montagne, c'est en altitude. Et je crois que le climat qui fait ici est pratiquement le même que nous retrouverons en Algérie. Donc, il ne fait pas très chaud, il ne fait pas très froid. Donc, c'est un peu un climat printanier. Donc, ça nous va. C'est la raison pour laquelle, à partir de ces contacts, nous avons préféré venir ici. Aujourd'hui, nous avons préféré un peu travailler la vitesse-réaction. Et ensuite, nous passerons à la phase tactique au niveau de l'organisation de notre défense. Selon l'entraîneur, la victoire n'est pas impossible. Leur atout, quelques footballeurs jouent dans des clubs européens. Oui, il y en a qui jouent effectivement en France dans les différents championnats organisés par la Fédération française de football, c'est-à-dire CFA et un peu Ligue nationale 1, je pense, et d'autres qui jouent en Italie. Donc ça n'a pas de grand nom, mais ils sont quand même dans des championnats où la culture tactique et peu le niveau, n'est-ce pas, est quelque peu relevé par rapport à notre niveau au Tchad. Leur participation à ce tournoi est une première. La télévision nationale du Tchad avait même fait le déplacement. L'équipe nationale de football du Tchad rencontre le Racing Club de Strasbourg. C'est le stade Paul Weber de Niederbronn-les-Bains qui accueille la rencontre. Ce match est important. Il permet à Jean-Paul Akono, entraîneur de l'équipe du Tchad, de sélectionner les 18 joueurs qui participeront aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations contre l'Algérie. Tous les joueurs sont donc observés. Les 2 semaines de stage, passées à Reichshofen et Niederbronn, ont permis une progression technique et tactique des footballeurs tchadiens. D'après Jean-Paul Akono, la défense est bonne, mais l'attaque reste encore à travailler. Côté Racing, l'entraîneur Yvan Assec a profité de ce match pour voir évoluer sur le terrain quelques jeunes joueurs. On pouvait aussi constater un manque de précision dans les tirs au but. Le match se termine par un score de 2-1 pour le Racing, malgré les encouragements de la communauté africaine venue en nombre soutenir l'équipe du Tchad. L'association Promodance fête son 10e anniversaire. Samedi 5 et dimanche 6 octobre, la Maison des Arts et des Congrès de Niederbronn accueille les festivités. 2 spectacles retracent les meilleurs moments de ces dernières années. Avant de se lancer pour la représentation, les élèves de Marina Toumi lui demandent un dernier baiser. Après un moment de repos, place au cri de guerre des enfants. Le spectacle commence par des extraits de vidéos. C'est ensuite le tour des nombreux élèves d'envahir la scène. Promodance ne comptait que 7 enfants à ses débuts. Ils sont aujourd'hui 140. Certains élèves rejoignent l'Opéra de Paris après leur apprentissage. Tous sont là pour le plaisir de danser. Les nombreux spectateurs plébiscitent ces ballets qui les enchantent depuis maintenant 10 ans.
Les Highlands à l'honneur avec le Speckfest de Dambar. Dimanche 29 septembre, l'association des Amis de la Vallée cuisine 250 repas. Les curieux et les gourmands viennent alors déguster de la viande de Highland. Parallèlement à la restauration, les visiteurs peuvent écouter les explications d'un éleveur. C'est lui qui a ramené ses vaches. Ce veau est né la veille. Il reçoit aujourd'hui sa boucle d'identification. Les Amis de la Vallée sont satisfaits. Les 250 repas ont été servis. L'orchestre Les Fougueux de Anchambert peut alors rythmer la digestion de tous. Ici on se trouve donc au Vieux Winstein et il y a environ une centaine de voies d'escalade sur ce rocher, donc de tous les niveaux, ça va du 5 au 8B je pense, le 8B oui. Et donc ici on y grimpe presque toute l'année quand le temps le permet. L'action pour aujourd'hui c'est aussi pour faire découvrir à des gens qui n'ont jamais fait d'escalade, pour le faire partager, pour qu'on puisse aussi un peu comprendre ce que nous faisons. Et c'est très important parce qu'il y a toujours certains mythes qui circulent sur un sommet de rocher qui n'est pas accessible au commun du mortel. Donc la voie normale par laquelle nous sommes montés aujourd'hui c'est la voie dite normale parce que c'est la plus simple. Elle n'est pas équipée. Les points qui ont été utilisés sont des points qui font partie d'autres voies. On grimpe généralement à deux, donc une personne qui reste au sol qui assure le premier. Et on inverse les rôles après. De l'équipement du grimpeur, au Winstein, ce qu'il lui faut, c'est avant tout un baudrier, une corde, une dégaine et des mousquetons. Et ce qui est particulier dans les Vosges du Nord, il doit aussi être muni de coinceurs et de friends. Toutes les voies qui sont dans les Vosges du Nord, il y en a beaucoup qui sont très bien équipées, mais il existe des voies d'aventure dans lesquelles il faut se méfier. Il y a un grimpeur non averti qui n'est pas équipé comme il faut, avec des friends et des coinceurs. Il aura des problèmes, donc il risque un accident. Pour grimper, il faut être en général deux. Certains font seuls, gravissent des voies tout seuls, donc sans corde, ce qu'on appelle le solo. En général, ce sont des grimpeurs qui ont un très très bon niveau. Il vaut mieux parce que la chute est fatale en général. Oui, alors la première escalade de cette tour du Winstein date de 1931. Pendant la première ascension, qui s'est donc déroulée légèrement plus à droite que la voie normale actuelle, eh bien, on a pratiqué ce qu'on appelle en allemand, parce que c'était des Allemands, le Steigbaum, traduction française, la courte échelle. Au niveau des voies, les voies sont équipées donc, par des volontaires en général qui ne sont pas rémunérés. Les premières voies ont été équipées dans les années 30. Ensuite, il y a eu un rush dans les années 80 où Armand Baudry a beaucoup équipé. Et il y a eu un deuxième rush il y a environ 5-6 ans où le restant des voies, enfin des possibilités de voies ont été faites. Donc, le grès, c'est une roche qui a une structure particulière, il y a des fissures, il y a des tiroirs. Donc on n'est pas obligé d'y mettre des broches à demeure de temps en temps. Quand il y a des fissures, pour respecter le rocher notamment, c'est une formule un peu convenue, on met ces coinceurs mécaniques qu'on appelle des friends. Les premiers qui sont montés, ça paraît tout à fait surprenant aujourd'hui, ils ont mis 3 heures pour atteindre le sommet.
Alors évidemment, avec les aménagements qu'il y a actuellement, les anneaux, et surtout, en 1934, il y a des grimpeurs alsaciens qui ont enfoncé 2 barres métalliques au passage le plus difficile, ce qui rend la voie actuellement beaucoup plus facile qu'à l'époque. Puis il y a eu une deuxième ascension d'escaladeurs alsaciens en 1936 par une voie qui se trouve justement derrière nous, qui s'appelle les Voleurs, et qui était d'une difficulté pour l'époque tout à fait extraordinaire. Alors on peut être un petit peu fier de ceux qui l'ont ouverte parce que ce sont des gens de la région qu'on appelait les sans-peur. Et parmi ces sans-peur, je crois qu'il faut citer certains noms, et certains anciens peut-être de la région s'en souviendront. Il y a les frères Ullmann du Winstein, il y a Müller Charles qui était d'Obersteinbach. Il y a également Kutz Ernest, qui était justement forestier ici au pied. Il y avait aussi Christmann Eugène. Alors le Winstein était effectivement particulièrement bien représenté parmi les sans-peur, puisqu'on faisait également partie Ernest Stepp du restaurant tout proche. Ah, et puis pour terminer, un autre qui habitait à Jägertal, qui est tout proche, qui s'appelait Pfalzgraff. Donc il y avait tout un groupe là d'escaladeurs alsaciens qui a suivi un petit peu les précurseurs qui venaient du Palatinat. La voie des Voleurs, qui a été ouverte par les sans-peur, est un exemple de nom de voie. Et il faut savoir que pratiquement toutes les voies ont des noms. Et ce sont souvent des noms qui viennent de jeux de mots, qui partent de titres de films, d'ouvrages, enfin de dictons, etc. J'ai fait donc partie du club alpin français. J'ai équipé quelques voies également au Winstein et sur d'autres sites. Il y a déjà une vue imprenable arrivée là-haut. Et avant tout, c'est le sport. C'est le contact avec la pierre, avec le grès des Vosges. C'est un ensemble de plaisirs. Le plaisir d'être dehors, d'être en contact avec la nature, le plaisir de faire du sport et de fournir un effort. Je fais partie de plusieurs structures. La structure la plus ancienne dont je fais partie, c'est le Club alpin français de Strasbourg. Ça fait 34 ans. Je suis aussi un comité sportif de la FFME, Fédération française de la montagne et de l'escalade. Alors ça fait 25 ans que je pratique l'escalade au Winstein. Mon surnom au moment du Winstein, il n'est pas très justifié vu que je suis de Strasbourg. Mais en tous les cas, c'est parce qu'on me voit souvent grimper dans les Vosges du Nord et on m'a appelé Momo du Winstein. La sécurité est un souci permanent. Il faut donc toujours être très vigilant de la façon dont on assure et on sécurise les personnes qu'on emmène sur un rocher. Un accident est très vite arrivé. Même si l'escalade est facile, une erreur n'est pas pardonnable. Je suis un grimpeur qui évolue pas mal dans le grès. J'ai connu le Winstein dans les années 82 à l'initiative de Frank Schell. Ça m'a plu, il n'y avait pas beaucoup de voies et comme j'ai un peu une vocation d'équipeur, j'ai équipé, je sais pas, une 60aine de voies au Winstein. Bon, j'équipe un peu partout dans les Vosges du Nord, Krontal, vers Saverne, etc. S'il est intéressant qu'il y ait des voies nouvelles, les grimpeurs veulent toujours grimper dans des voies nouvelles. Le gros problème de l'escalade dans les Vosges du Nord, c'est l'interdiction qui actuellement devient de plus en plus importante d'une grande partie des rochers. Il faut savoir que le nombre de rochers autorisés à l'escalade se limite à une toute petite quinzaine. Alors, on comprend tout de suite le problème que ça entraîne, c'est-à-dire la surfréquentation. Et qui dit surfréquentation, effectivement, peut laisser supposer aussi que ça entraîne peut-être des dégradations et que la faune et la flore puissent en souffrir. Le Winstein, c'est assez particulier. Pour nous, c'est un peu un fétiche parce qu'il y a tout ce côté esthétique, il y a le côté sympa, il y a le bistrot, etc. Bon, puis les lignes sont belles. Hein. Le collège Françoise Dolto de Reichshofen a un nouveau restaurant scolaire. Le conseil général est confronté à des problèmes de non-conformité des demi-pensions dans les établissements scolaires du Bas-Rhin, la réglementation des normes évoluant. Pour y remédier, il met en place une politique de restructuration de 54 restaurants scolaires.
La cantine du collège de Reichshofen est la 32e demi-pension bénéficiant de cette politique. Du projet à la fin des travaux, il se passe 2 ans. Durant cette période, plusieurs étapes. Tout d'abord, l'appel à candidature par voie de concours pour la maîtrise d'œuvre. Puis c'est au tour de la définition des priorités en tenant compte des besoins et demandes du cuisinier, du chef d'établissement et du financeur. Le chantier se fait toute l'année et donc sur les temps scolaires. Une solution provisoire est alors mise en place, une cantine mobile. Ces bâtiments modulaires sont utilisés à chaque restructuration de demi-pension. Elle est déplacée tous les 3 à 5 mois et en est à sa 20e utilisation. Cette restructuration a un coût total de 2,2 millions d'euros, tout compris. Alors la conception d'une cuisine, c'est tout d'abord une approche globale. La conception d'une cuisine, c'est partir des besoins des utilisateurs en tenant compte des contraintes architecturales, financières et en tenant compte des contraintes des utilisateurs, notamment le nombre de repas servis. Donc, la conception a été conçue en fonction de la transparence, voire être vue. La conception a également été conçue sur une logique de fonctionnement. Donc l'ensemble du matériel, comme vous pouvez le constater, est suspendu. Tout d'abord pour des questions d'esthétique, pour des questions d'ergonomie, pour des questions d'hygiène, de fonctionnalité et d'optimisation de nettoyage. En ce qui concerne les différentes zones qui constituent une cuisine, nous avons une zone préparation froide qui est séparée d'une préparation chaude par un simple muret bas, un stockage produit fini froid dans un volume bien spécifique réservé à ça. Il faut aussi signaler que l'ensemble de ces produits finis sont stockés dans des stockages froids avec des relevés de température permanents, avec un historique sur un an de recul pour tout ce qu'on appelle la traçabilité. En ce qui concerne la zone cuisson, vous avez vu que l'ensemble était suspendu, aucune vis apparente, écartement entre cuve et console, de façon à optimiser la nettoyabilité. L'extraction se trouve intégrée dans le plafond de façon à ne pas avoir de jupe qui retombe et d'avoir de la nettoyabilité inutile. Quelques détails importants, des plafonds lessivables intégrant les introductions d'air, les luminaires étanches encastrés, des caniveaux de sol placés au bon endroit, des lave-mains réglementaires avec les arrivées d'eau, les vidanges encastrés dans les murs de façon à optimiser la nettoyabilité. Toujours cette préoccupation fonctionnelle en ce qui concerne l'hygiène, l'esthétique et la nettoyabilité. Depuis que nous sommes dans cette nouvelle cuisine, nous suivons la marche en avant. Et donc la marche en avant, c'est la réception des denrées qui se fait dans un local spécifique, à l'entrée. Puis ces denrées sont acheminées au premier étage dans la cuisine, où elles sont entreposées dans les chambres froides positives et la chambre froide négative. Et il y a un endroit où on déconditionne encore une fois ce qui est en cartonné, c'est-à-dire le surgelé surtout. Et de cet endroit, les produits vont vers les zones de pluche. Après la pluche, elles vont en zone de production. Une fois que les aliments sont cuits, ils sont servis. Et suite à ça, les plats ne reviennent plus par le même chemin, donc vont vers le poste de nettoyage, c'est-à-dire vers la plonge. C'est un cycle, c'est comme un cycle horaire, ça marche dans un sens et ça ne se croise jamais. Ce sont des matériaux qui sont neufs et performants. Et par rapport à l'ancien matériel que nous avions, c'est quand même un plus. Tous les éléments de cuisson, que ce soit l'induction, les sauteuses, le bain-marie, tout est suspendu, ce qui permet de bien nettoyer en dessous, de passer un gel avec les postes de désinfection que nous avons et de passer la raclette par après. Donc il n'y a pas de point de fixation pour la saleté. Donc ces bris sont amoindris au maximum.
Nous sommes livrés à peu près deux fois dans la semaine. Donc pour les légumes, nous sommes livrés 2 fois en semaine. Et pour la viande, c'est suivant en viande fraîche aussi 2 fois. Et le surgelé, il y a des jours de passage des livreurs. Donc c'est pratiquement 1 fois par semaine pour le surgelé. Et donc nous, en préparation, nous faisons très attention à respecter les températures, c'est-à-dire dès la réception. Prendre les températures à la réception des marchandises, que ça surgelé, la viande fraîche, puis par après en production, c'est-à-dire garder une température de minimum 63 degrés et pour le frais, rester à 6-7 degrés quoi, pour minimiser le risque des intoxications. Un résultat qui est à la hauteur de nos espérances. Et un résultat qui doit donner satisfaction aux convives qui sont les élèves et qui correspond à une approche pédagogique importante. Tout est fait pour que le personnel puisse se comporter le mieux possible au vu des élèves. Tout est fait pour que les élèves voient dans la cuisine. Tout est fait pour que le chef de cuisine, les aides de cuisine, l'ensemble du personnel puisse communiquer, échanger au moment où ils prennent leur repas.